c'est parti. Donc bonjour à ceux qui nous ont rejoints le temps de l'introduction. Donc on a souhaité organiser cette restitution pour dresser le bilan du travail effectué cette année, présenter quels vont être les apports de ce travail pour la future stratégie et amener le programme de rédaction qui débutera en janvier. Donc au niveau de l'ordre du jour, on va commencer par un rappel du contexte avec une présentation du besoin par l'Agence de l'eau. Donc Isabelle Eudes nous présentera le contexte et le cadre de cette étude. Une présentation rapide du plan Rhône par Éléonore. Puis un rappel, donc déjà un rapide rappel théorique et puis du contexte et de l'historique du projet. Je vous présenterai ensuite la méthode qui a été employée et les livrables produits, avant de vous présenter spécifiquement donc le livrable final, le rapport de recommandation qui porte sur le contenu et la forme de la future stratégie. Et on finira par un point sur les propositions d'animation et de gouvernance, sur le planning prévu pour la phase de rédaction 2024-2025. Et puis, il sera temps de vous donner la parole et de répondre à vos questions. Donc sur l'ordre du jour proposé aujourd'hui, on est volontairement resté sur un niveau de précision assez macro. Donc ce sont vraiment les grandes lignes et le cadre structurant des réflexions qui vont être présentées. Mais l'ensemble des livrables produits seront disponibles sur le site de la Fédération pour plus de détails. Et par ailleurs, les points qui nécessitent encore des discussions plus approfondies seront traités par la suite lors des réunions techniques pendant la phase de rédaction. Voilà, donc pour commencer, je vais laisser la parole à Isabelle Eudes de l'Agence de l'eau pour le contexte du projet. Isabelle, tu veux bien. Ah, Isabelle, il faut que tu rallumes ton micro. Voilà, bonjour, merci. Bonjour à tous, merci Clara. Alors, pour ma part, en guise de mise en contexte du travail de Clara, je peux évoquer peut-être 3 points. Le premier, donc préciser que c'est dans le cadre de l'élaboration du plan Rhône-Saône et notamment le volet eau et biodiversité, une volonté a émergé d'initier une démarche sur les espèces exotiques envahissantes du fleuve. Le deuxième point, c'est rappeler peut-être le cadre du bassin Rhône-Méditerranée avec la préconisation du SDAGE d'organiser une gestion préventive et organisée des espèces exotiques envahissantes. Et pour ce faire, une stratégie de bassin qui établit, qui émet des recommandations pour ce faire, et donc qui cible 69 espèces végétales, et puis des listes, à la fois des listes globales de référence et de gestion. Et puis enfin, le 11e programme d'intervention de l'agence, en troisième point peut-être, vous rappelez les grands principes, hein, une aide à l'élimination des espèces exotiques envahissantes dans le cadre de travaux de restauration, que ce soit cours d'eau ou zones humides. Une aide de 30% dans le cadre d'un plan d'action. Donc l'idée étant d'agir avec méthode et rigueur à la bonne échelle et d'optimiser la lutte. Et puis une aide possible de 30% à l'élimination des espèces exotiques émergentes. Voilà les grands principes, j'en dirai pas plus. Voilà, l'objectif de cette réunion étant bien une restitution du travail de Clara, de son année de travail conséquent et qui a permis de réunir, on va voir, une importante base de travail pour notre travail qui reste à mener. Merci Isabelle. Éléonore, je te laisse dire un mot sur le plan Rhône. Oui, donc Éléonore Vanden de la Fédération des conservateurs d'espaces naturels, chef de projet zone humide Rhône et Saône. Donc voilà, je vais vous représenter un petit peu ce qu'est le plan Rhône-Saône pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc le plan Rhône-Saône, c'est une stratégie interrégionale d'aménagement durable des territoires autour du Rhône et de la Saône. Donc, vous le voyez sur la carte, sur cette diapo, qui est définie sur la période 2005-2025 et portée par un partenariat composé des 4 régions concernées par l'axe, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur, de l'État et ses opérateurs, l'Agence de l'eau, VNF et différents services de l'État, d'EDF et CNR du Comité de bassin Rhône-Méditerranée.
Donc, cette stratégie, elle prend en compte l'ensemble des usages et enjeux du fleuve et concilie la qualité environnementale et la prévention des inondations avec le développement économique, touristique et culturel du territoire. Donc, il y a eu une première phase de programmation de 2007 à 2013, une deuxième phase de 2015 à 2020 et on est actuellement à la troisième phase 2021-2027. Et donc, si la stratégie 2005-2025 reste d'actualité, les partenaires du plan Rhône-Saône ont souhaité construire une programmation pour 2021-2027 avec une nouvelle ambition, celle de la transition écologique et climatique des activités et des territoires. Donc, on a 4 grandes orientations qui sont indiquées sur la diapo, qui servent de fil directeur à ce nouveau plan et qui sont déclinées en 7 volets thématiques. Donc, il y a les volets résilience face aux inondations, transport fluvial, eau et biodiversité qui va nous intéresser ici, tourisme durable, énergie et écologie industrielle, un nouveau volet sur l'agriculture et un volet action transversale, éducation, communication. Et donc, comme l'a dit Isabelle, hein, c'est dans le cadre du volet eau et biodiversité que cette démarche sur les espèces exotiques envahissantes du fleuve Rhône a été initiée. Et c'est aussi dans ce cadre que la Fédération des conservateurs d'espaces naturels accompagne la mise en œuvre de la stratégie zone humide de l'axe Rhône-Saône et anime le réseau d'acteurs des espaces naturels Rhône et Saône depuis 2015. Voilà, et donc je vais redonner la parole à Clara pour présenter la restitution de son travail. Merci, Éléonore. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais simplement rappeler la définition d'une espèce exotique envahissante. Je pense que tout le monde la connaît, mais c'est vrai qu'il y a parfois des confusions. Donc, une espèce exotique envahissante telle qu'elle est définie dans la stratégie nationale, c'est une espèce qui est introduite hors de son aire de répartition naturelle et dont l'introduction et la propagation menacent les écosystèmes, les habitats, les espèces indigènes et peut générer des impacts économiques, écologiques et sanitaires. Donc, une espèce introduite, elle devient envahissante par une succession d'étapes. L'ensemble s'appelle le processus invasif, donc l'introduction, l'acclimatation, la naturalisation, l'expansion. Donc, à la fin, elle colonise son territoire, s'étend au détriment des espèces locales et y génère des impacts. Donc, le point important à retenir dans cette définition, c'est que toutes les espèces introduites ne deviennent pas forcément envahissantes. Pour vous donner un ordre d'idée, chez les plantes, on parle souvent d'un ratio de 1 pour 1000, c'est-à-dire que pour 1000 espèces introduites, 100 s'acclimatent, 10 se naturalisent et une devient envahissante. Donc, comment ces espèces, elles arrivent sur le territoire? Il y a plusieurs voies d'introduction qui peuvent être volontaires. Les espèces peuvent être introduites pour l'exploitation commerciale, la lutte biologique, par exemple, ou accidentelles, le transport de marchandises, le transport de terres, de matériel. Et une fois que l'espèce est introduite, elle doit survivre et se reproduire dans son nouvel environnement. Et on sait aujourd'hui qu'il y a des facteurs qui facilitent cette implantation dans les écosystèmes particulièrement dégradés ou fragilisés par des perturbations. Donc ces perturbations, elles peuvent être d'origine naturelle, les crues, le changement climatique, la pollution, mais également d'origine humaine, comme des pratiques d'entretien de la végétation, une modification de l'utilisation des sols, de l'érosion. Donc finalement, on peut considérer les espèces exotiques comme un symptôme d'un écosystème qui est déjà dysfonctionnel et que dans un processus de gestion, on peut aussi chercher à atténuer ces perturbations qui facilitent leur installation. Donc, vous le savez, elles génèrent des impacts qui sont écologiques. Elles peuvent nuire enfin, réduire les milieux de vie disponibles pour les espèces indigènes, nuire à la biodiversité. Ils peuvent être économiques, réduire la productivité de certains secteurs industriels, forestiers, agricoles, peuvent réduire aussi la valeur des propriétés. Ils peuvent être sanitaires. Certaines plantes peuvent générer une toxicité de contact, par exemple. Certaines espèces animales sont porteuses de maladies. Et les impacts peuvent être aussi sociaux, en limitant l'accès aux activités liées à l'eau, la pêche, la baignade, la navigation, la dégradation des berges. Voilà. Et à tout ça peuvent aussi s'ajouter des impacts d'ordre paysager. Donc voilà, malgré tout, c'est important de nuancer cette notion d'impact, puisque ces espèces peuvent aussi avoir des effets positifs liés à leur utilisation, leur commercialisation déjà, mais également du point de vue de l'environnement, puisque certaines peuvent être stabilisatrices des sols, purificatrices de l'eau. Voilà, donc c'est important de garder cette idée en tête quand on parle d'impact pour les espèces invasives.
Donc voilà, c'était juste un petit rappel théorique. Isabelle nous a donc déjà présenté le cadre du projet. Donc sur le Rhône, les invasives, elles sont nombreuses, génératrices d'impact et se dispersent particulièrement rapidement puisque le fleuve constitue un corridor de propagation majeur. Il y a un grand nombre d'acteurs qui agissent déjà sur le terrain, mais les actions de gestion sont la plupart du temps réalisées au cas par cas, à l'échelle locale et sans une réelle coordination amont-aval. La mise en œuvre de ces actions mériterait aujourd'hui de gagner en cohérence et en efficacité. Donc, c'est de ce constat qu'est né ce projet de stratégie, dont l'objectif est de structurer une gestion collective et concertée des espèces exotiques envahissantes sur l'axe Rhône. Donc, il a été décidé de fonctionner en 2 temps, avec cette phase de préfiguration de 16 mois, qui constitue un travail préparatoire, puis la rédaction de la stratégie en tant que telle, qui débutera en janvier. Donc, l'objectif de cette phase de cadrage, c'était, dans un premier temps, de mettre à disposition toutes les ressources disponibles, notamment en actualisant le socle de connaissances depuis 2016, en prenant en compte 2016 étant la date de la réalisation de l'étude de bassin, donc de la stratégie de bassin mentionnée par Isabelle, en prenant en compte notamment les nouvelles réglementations et les actualisations des stratégies territoriales, de faciliter la mise en réseau des acteurs et de réfléchir au bon système de gouvernance à cette échelle, et enfin de définir des recommandations pour la rédaction de la future stratégie, en identifiant les démarches nécessaires et les connaissances à acquérir, et puis en établissant la trame de la future stratégie. Donc, pour structurer cette phase de préfiguration, on s'est appuyé sur le guide méthodologique d'élaboration des plans de gestion pour donner un format relativement opérationnel à la stratégie et pour avoir une certaine cohérence avec les documents produits par les gestionnaires. Donc, la préfiguration a débuté par un état des lieux, donc grâce à une analyse documentaire, une consultation des personnes ressources et notamment des animateurs de stratégie régionale, et une enquête en ligne qui a mobilisé une centaine de structures réparties sur la vallée du Rhône. En s'appuyant sur cet état des lieux, une réflexion sur la définition des enjeux a été menée, donc grâce à 3 ateliers territoriaux, un par tronçon du Rhône, qui ont réuni une quarantaine de personnes, un travail de préparation de l'élaboration de la liste d'espèces et la réalisation de premières cartographies de répartition. Et donc, ces 2 premières phases ont permis de récolter la matière sur laquelle on s'est appuyé pour formuler des recommandations de rédaction de la stratégie. Donc des recommandations pour la définition des enjeux et des objectifs d'une part, pour faire des propositions d'action et des préconisations en matière d'animation et de coordination. Voilà pour la structuration de cette phase de préfiguration. En termes de coordination, cette mission s'est appuyée sur un COPIL et un COTEC qui se sont réunis 3 fois chacune au cours de l'année. Le COPIL s'est composé donc des principaux partenaires du Plan Rhône, membres du CTTI, avec l'OFB, les régions, le SGAR et le PTB Saône-Doubs. Et pour le COTEC, se sont ajoutées des structures techniques et experts, donc CEN, CBN, Frodon, ou représentatifs du territoire, donc notamment le PNR de Cabargue. La composition de ces instances, là, telle qu'elle est présentée, donc c'était pour la phase de préfiguration, elle n'est pas définitive et pourra être ajustée pendant la phase de rédaction. Et donc la phase de préfiguration a aussi permis d'établir un lien avec les projets ayant le même périmètre d'études ou ayant un périmètre superposé, donc les stratégies régionales bien sûr, et notamment avec le PTB Saône-Doubs pour suivre la démarche similaire de plan de gestion sur la Saône, ou encore pour faire le lien avec le CBN Massif Central sur le PNA Ripissil du Rhône. Donc voilà un aperçu rapide des livrables qui ont été produits cette année. Le premier est un rapport d'état des lieux réalisé sur la base de la littérature, de la documentation et des centres de ressources spécialisés, notamment le Centre de ressources national. Donc ce rapport propose un bilan du cadre réglementaire et institutionnel de la future stratégie, des stratégies déjà existantes sur le territoire, des systèmes d'information et de collecte de données et des actions de gestion en cours. Il est suivi d'un rapport de restitution de l'enquête en ligne qui a été réalisé auprès des acteurs, qui identifie les attentes et les difficultés rencontrées.
et une synthèse des ateliers territoriaux qui se sont déroulés en mai-juin 2023. Donc, cette synthèse, elle liste les préoccupations prioritaires par tronçon en termes d'espèces et de secteurs. Ces ateliers, ils ont par exemple permis d'identifier des nouveaux foyers d'espèces avec des données récentes ou de cibler des espèces en situation d'émergence sur au moins un tronçon, sur la partie supérieure ou inférieure du bassin, et dont la dispersion le long du Rhône inquiète. Ensuite, pour le travail réalisé sur la liste d'espèces, donc la liste d'espèces, elle a fait l'objet de beaucoup de discussions cette année sur les espèces à intégrer, la manière de les prioriser. Donc ces échanges, ils ont déjà d'une part illustré la nécessité, l'intérêt d'avoir cette phase de préfiguration, préparer son élaboration et s'assurer qu'elle soit bien le fruit d'un travail concerté. Dans cette optique, donc, il a été produit un catalogue global des espèces présentes sur le Rhône, donc issu de la compilation des données existantes sur le territoire. Ce catalogue présente les espèces présentes ou potentiellement présentes, avec leur réglementation, leur classification sur les listes régionales si elles sont concernées, et les points de vigilance soulevés par certains experts. Et il est associé à une note méthodologique qui propose deux options de construction de la liste et qui permettra d'évaluer la faisabilité et le temps à y passer pour trancher donc sur la méthode à utiliser pour construire la liste en 2024. Et enfin, des premières cartographies qui ont été réalisées avec des données d'occurrence des espèces considérées comme particulièrement préoccupantes par les acteurs d'après la consultation. Et donc, l'ensemble de ces informations compilées dans ces livrables ont permis de construire le rendu final, donc, qui est un guide d'aide à la rédaction de la stratégie. Donc, c'est un rapport de recommandation qui s'appuie sur un travail de co-construction. J'insiste là-dessus parce que c'est vraiment grâce à votre participation tout au long de la phase de préfiguration qu'on a pu récolter cette matière et formuler des prescriptions qui répondent au plus près des enjeux de la vallée du Rhône. Et c'était un des objectifs premiers de la phase de préfiguration, c'était d'engager une concertation autour de la rédaction de cette stratégie. Donc merci pour votre implication pour ça. Et donc, ce rapport, il prend la forme d'un cahier des charges qui décrit le déroulement du travail de rédaction en trois parties. La première, c'est le cadre de construction de la stratégie, donc ce qu'il reste à faire pour écrire la stratégie et comment. La deuxième, c'est le plan de la stratégie et son contenu. Donc, ce chapitre, il est rédigé en suivant la trame de la stratégie proposée. Et dans chaque partie sont établies des recommandations sur le contenu attendu et les actions proposées. Et une dernière partie qui formule des recommandations sur la mise en œuvre de la stratégie et son animation une fois qu'elle sera finalisée. Donc là, elle présente des préconisations en matière de gouvernance et de structuration et d'animation du réseau d'acteurs. Donc l'ensemble des livrables que je vous ai présentés, donc ils sont complémentaires et ils apportent donc la matière qui sera nécessaire à l'élaboration de la stratégie Rhône et de sa liste d'espèces. Et donc maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, donc avec le périmètre et la portée de cette future stratégie. Donc c'est une stratégie qui va concerner le Rhône, ses annexes fluviales et les zones humides périphériques. Elle ciblera les espèces aquatiques et semi-aquatiques et rivulaires. Et donc, on distingue deux périmètres de mise en œuvre. Un périmètre d'action, qui est l'imageur du Rhône, donc correspondant au périmètre du plan Rhône, et un périmètre périphérique plus large de veille et de diffusion d'informations, qui intégrerait donc notamment les sections aval des affluents et le canal du Rhône A7, qui est connecté au Rhône d'un point de vue de l'hydrologie, mais aussi de la navigation. Donc là, l'idée, c'est de proposer une zone tampon à ce périmètre Rhône, intégrant notamment les affluents, voilà, qui serait une zone de veille et de diffusion d'informations. Alors, il est également proposé un découpage de cette stratégie, donc que la stratégie soit structurée sur la base d'une division en trois tronçons, donc Rhône amont, Rhône médian, Rhône aval. Ce découpage qui avait été utilisé pour les ateliers territoriaux permet de prendre en compte, d'une part, les domaines biogéographiques, notamment de distinguer les particularités des domaines alpins et méditerranéens, mais aussi de distinguer les espèces qui sont déjà présentes sur tout le linéaire ou des espèces qui sont en situation d'émergente dans la partie supérieure ou inférieure du bassin uniquement.
Et donc, au niveau du public cible, c'est une stratégie qui s'adressera dans un premier lieu aux collectivités territoriales, structures GEMAPiennes, syndicats de rivières et autres gestionnaires de milieux, et plus largement, en fait, à l'ensemble des acteurs impliqués dans la gestion, État, OFB, agences de l'eau, CBN. Et ce qui est important aussi, c'est qu'elle est à considérer comme un travail destiné à s'intégrer dans une démarche plus large à l'avenir via l'articulation avec des initiatives similaires sur les territoires des affluents. Et donc justement, j'ai parlé d'échelle et de découpage. Donc, c'est vrai qu'on arrive dans un contexte où le Rhône, c'est 3 régions, 11 départements. Donc, on s'inscrit déjà dans un contexte où il y a plusieurs stratégies qui se superposent aux échelles nationales, de bassin avec le SDAGE, régional. Et donc, on s'est interrogé sur le niveau d'opérationnalité et le niveau de précision du document attendu. Et donc, il est proposé à l'issue des réflexions un système de mise en œuvre en 3 niveaux qui suit le principe d'une stratégie globale déclinable à l'échelle locale. Donc, à l'échelle du fleuve, la stratégie apportera un cadre stratégique et méthodologique sur les outils et les connaissances disponibles sur l'ensemble de l'axe. Donc, elle sera pilotée par une structure animatrice. À l'échelle du tronçon, donc elle sera déclinée par tronçon pour apporter un appui technique à la gestion. Donc à cette échelle, elle va identifier les secteurs prioritaires d'intervention, les opportunités de collaboration entre acteurs. Le tronçon, là, est donc l'échelle opérationnelle de mise en œuvre du plan d'action. Donc à cette échelle, la stratégie, elle sera pilotée par un groupe de travail dédié à chaque territoire. Et enfin, à l'échelle locale, la déclinaison locale de la stratégie en plan de gestion précis et opérationnel relève d'une démarche volontaire et sera donc à apprécier par le gestionnaire qui, lui, a la connaissance de la répartition précise des espèces via les inventaires et peut programmer concrètement les actions de lutte sur le terrain. C'est aussi à cette échelle que se fera le diagnostic des stades invasifs. Donc, il sera vraiment nécessaire de déterminer si les objectifs de gestion définis à l'échelle de l'axe sont adaptés et réalistes à l'échelle locale, notamment en termes de coûts-bénéfices et surtout en adéquation avec le niveau d'invasion de l'espèce. Donc, voilà, c'est ce système de mise en œuvre en 3 tronçons, en 3 niveaux, pardon, qui est proposé. Et donc, lié à cette mise en œuvre, on a posé un cadre pour l'organisation générale et fait des propositions de structuration à ces différentes échelles. Donc, voilà ce qui est proposé. À l'échelle du fleuve, on a confirmé la nécessité d'avoir une structure animatrice qui aura une mission d'animation globale et d'appui technique via notamment le pilotage donc, du COPIL et d'Impotech, en assurant le lien aussi avec les structures gestionnaires des affluents et d'autres territoires, notamment donc avec le BTB Saône-Doubs pour la stratégie Saône et transfrontalière aussi avec la Suisse. Le lien avec le centre de ressources à l'échelle nationale et puis qui assurera la diffusion de la stratégie et l'animation du réseau d'acteurs à l'échelle de l'axe. Cette structure animatrice, elle s'appuiera donc, comme je l'ai dit, sur un groupe de travail à l'échelle du tronçon qui sera composé de structures de gestion de milieu, associations, scientifiques, experts, collectivités. Ce groupe de travail du tronçon, ça sera vraiment la cheville ouvrière de la stratégie puisqu'il va assurer l'animation de la stratégie à l'échelle du tronçon et va organiser l'échange d'informations entre les niveaux global et local. Il assurera aussi donc un rôle d'expertise scientifique de proximité en lien avec le COTEC, qui lui intervient à l'échelle du fleuve, et devra travailler en lien avec les réseaux régionaux et départementaux, notamment en lien avec les stratégies régionales et puis le réseau des Fredons. Et donc à l'échelle locale, les gestionnaires pourront transmettre les données scientifiques et techniques et les retours d'expérience de gestion et bénéficieront de l'appui de ce groupe de travail de tronçon pour mettre en œuvre la stratégie à l'échelle locale. Donc ça, c'est une proposition de structuration du réseau global qui a été faite dans le rapport de recommandation. Il y a aussi un annuaire global des personnes identifiées cette année qui a été créé et qui pourra être intégré comme un outil d'animation de la stratégie. Donc pour l'instant, il se structure par catégorie d'acteurs et par implication possible dans le projet. Et donc ça permet, voilà, pour l'instant, une recherche rapide des bons interlocuteurs et de structurer ce réseau d'acteurs.
Donc voilà, là je finalise ce point sur la coordination et je fais un petit point sur le travail sur la liste d'espèces pour rentrer dans la partie un peu plus technique. Donc on a cette année l'objectif de la phase de préfiguration, donc c'était de réfléchir à cette liste d'espèces et donc elle nous a permis de définir les objectifs de cette future liste et de faire des propositions de construction. Donc, la liste attendue proposera une catégorisation globale à l'échelle du fleuve, déclinable tronçon. L'objectif, c'est qu'elle permette aux gestionnaires d'avoir un classement des espèces par priorité d'intervention et à l'Agence de l'eau de disposer d'un outil lui permettant de se positionner sur les financements à apporter dans le cadre du plan Rhône. Donc, cette liste, elle sera construite en 2024. Pour préparer son élaboration, il y a 2 outils qui sont proposés, une note méthodologique et le catalogue des EE dont j'ai parlé à l'instant. Donc, ce catalogue, il regroupe toutes les espèces extraites des bases de données mentionnées par les acteurs sur le territoire et celles présentes dans la liste d'usage. Donc, on obtient une liste globale de 106 espèces de flore et 120 espèces de faune. Et la note méthodologique qui est associée à ce catalogue, elle propose une méthode de tri de ces espèces, 2 méthodes de catégorisation, donc une à dire d'expert ou une par analyse de risque, et elle pointe les sources de données à privilégier pour réaliser ces analyses. Donc aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans le détail de la méthode proposée, mais simplement vous informer des critères qui ont été retenus pour classer les espèces. Donc la catégorisation, elle reposera sur le croisement d'un critère d'impact, le potentiel invasif de l'espèce, et d'un critère de répartition géographique, donc témoin du niveau d'invasion de l'espèce. De cette manière, on pourra prioriser la lutte sur les espèces émergentes, dont les foyers peuvent être encore éliminés, et estimer le niveau d'impact réel des espèces qui sont déjà répandues. Donc pour la flore, pour réaliser ces analyses, pour la flore, on prévoit une prestation d'expertise qui sera notamment assurée par les CBN. Et pour la faune, on prévoit le montage d'un groupe technique faune aquatique dont la composition pressentie est proposée dans le rapport de recommandation. Ces consultations, elles permettront de compiler les avis d'experts et de garantir l'obtention d'un résultat consensuel. Et donc, on prévoit une durée de 6 mois pour construire cette liste, incluant un temps de concertation et de validation de la liste et de rédaction d'un rapport méthodologique qui expliquera les raisons des espèces qui ont été écartées et l'attribution des niveaux de priorité. Et donc, un petit aperçu des différentes catégories attendues. Donc, on a une liste de gestion prioritaire regroupant, comme je l'ai dit, les espèces ayant de forts impacts sur la biodiversité, mais un stade de colonisation peu avancé, donc les espèces en situation d'émergence. Donc l'objectif de gestion associé, c'est l'élimination des foyers quand ils sont possibles. Donc ici, on peut donner l'exemple, par exemple, de l'herbe à alligator. Une liste de gestion secondaire regroupant les espèces qui ont des forts impacts sur la biodiversité, mais dont la répartition est déjà localisée, voire répandue. Donc là, les objectifs de gestion sont à définir au cas par cas en fonction des enjeux locaux. On peut donner l'exemple des renouées asiatiques. Une liste de surveillance qui regroupe les espèces présentes sur le Rhône, mais dont les impacts ne justifient pas aujourd'hui, en tout cas pour l'instant, de mesures de gestion. Une liste d'alerte, donc là pour le coup ce sont les espèces qui ne sont pas encore présentes sur le Rhône, qui sont absentes, mais considérées comme invasives dans des régions limitrophes et qui doivent faire l'objet d'une veille organisée au niveau de la vallée du Rhône. Donc dans cette liste seront prises en compte déjà à minima toutes les espèces émergentes à l'échelle du bassin qui ne sont pas encore présentes sur le Rhône, dans la liste d'usage, les espèces de la liste Saône, ou les espèces en alerte nationale par le centre de ressources. Donc là, par exemple, je peux donner l'exemple de la Cabamba de Caroline qui est présente sur la Saône, mais pas encore sur le Rhône. Voilà. Et enfin, dans la note méthodologique, on a proposé des listes complémentaires. Donc une liste manque de connaissances qui concernerait toutes les espèces pour lesquelles l'indigénat, la date d'introduction, le degré de naturalisation n'est pas encore connu. Et donc, la recherche de ces informations permettra sur le long terme d'adapter éventuellement la liste catégorisée. Une liste des espèces littorales sur la zone du delta. Donc, ce sont les espèces qui présentent des enjeux de gestion forts, mais limités aux milieux littoraux. Et leur diffusion dans le Rhône est à éviter et à surveiller.
Donc, par exemple, pour les espèces animales, on peut citer le crabe bleu, le cascaille, voilà, des espèces littorales de cet ordre-là. Et une dernière liste d'avifaune invasive. Alors, même si l'avifaune est exclu du périmètre de la stratégie, on peut proposer une liste non hiérarchisée des oiseaux qui pourra être construite pour contribuer à l'effort de connaissance nationale par la remontée de données, puisqu'on aura malgré tout des données sur le secteur. Voilà, et donc cette liste catégorisée Rhône, elle devra être considérée comme un outil d'aide à la décision que les gestionnaires devront s'approprier et adapter à l'échelle locale en fonction du niveau de colonisation notamment. L'évaluation du stade invasif, il sera réalisée à l'échelle locale par le gestionnaire, donc il faut garder à l'esprit que c'est un outil d'aide à la décision, mais que la question de la faisabilité de la gestion doit être posée à l'échelle locale. Voilà pour la liste d'espèces. Et donc, on en arrive à la définition des enjeux de la stratégie. Pour définir les enjeux globaux de la stratégie, on est parti d'une question qui est comment faire face à l'évolution des espèces exotiques, donc les changements globaux, les arrivées de nouvelles espèces, tout en répondant aux enjeux écologiques de l'axe Rhône. Donc, il y a 3 enjeux qui ont été définis de manière concertée avec l'ensemble des acteurs et validés par le COTEC et le COPIL. Le premier, c'est un enjeu de conservation des milieux aquatiques et rivulaires de la vallée du Rhône par le maintien de leur capacité de résistance et de résilience. Donc, on s'appuie ici sur le postulat que le bon état écologique des milieux sera le meilleur rempart à l'implantation des populations invasives. Donc, la résistance, elle fait référence à la capacité d'un écosystème à rester fonctionnel face aux invasions. Et la résilience ici, elle fait référence à sa capacité de rétablissement post-invasion. Le deuxième, c'est un enjeu d'efficacité des actions qui sont déjà portées sur la vallée du Rhône, donc par une cohérence des actions et une coordination amont-aval des acteurs, une mutualisation des moyens et une rationalisation du rapport coût-bénéfice des actions de gestion. Et enfin, le troisième enjeu, il est directement lié au bon état des milieux, mais c'est important de le rappeler, donc c'est le maintien des services écosystémiques rendus par les écosystèmes rhodaniens. Donc, ce sont les enjeux écologiques qui sont structurants dans le cadre de cette stratégie, mais dans le contexte multifonctionnel du Rhône, les enjeux socio-économiques sont malgré tout dimensionnants dans le cadre d'un déploiement opérationnel de cette stratégie. Donc, il sera essentiel de mutualiser les moyens avec les acteurs qui agissent sur ces enjeux. Et les services rendus peuvent être pris en compte comme une aide à la décision dans la hiérarchisation des actions de lutte. Et donc, voilà pour les enjeux globaux. Et donc, une réflexion sur la définition d'enjeux territoriaux a aussi été menée à l'échelle du tronçon. Donc, le rapport propose un premier outil d'aide à la définition des foyers prioritaires d'intervention qui tient compte des impacts générés par les espèces et du risque de dispersion, donc à travers une succession de filtres. Donc, à l'échelle du Rhône, il est proposé de prendre en compte prioritairement les critères d'impact. Donc, le niveau de priorité de l'espèce sur la liste Rhône, et la proximité d'un site sensible, d'intérêt écologique, à forte valeur de conservation. Le rapport propose notamment une liste d'habitats prioritaires qui ont été retenus comme particulièrement un enjeu pour leur valeur écologique et pour leur vulnérabilité aux invasions biologiques. À l'échelle du tronçon, ce sont des critères de dispersion qui pourront être discriminants, donc notamment la position du foyer sur le bassin versant, en considérant que les foyers situés en amont ou aux abords des confluences sont prioritaires. La proximité d'une voie de diffusion de perturbations potentielles, donc zones inondables, sites de chantier. Et enfin, la structure de la berge en aval du foyer, voilà, en considérant qu'un cours d'eau qui va être fortement méandreux, présentant de nombreux embâcles, va être plus propice à l'implantation des espèces. Et enfin, à l'échelle locale, ce sont des critères de réalisation qui seront à prendre en compte et à adapter par le gestionnaire, notamment l'accessibilité du foyer, la propriété foncière, la volonté politique locale, les opportunités aussi, l'existence aussi parfois de conflits d'usage, des opportunités de bénévolat, de partenariat. Donc, c'est un outil qui, certes, reste à affiner par chaque groupe de travail au niveau du tronçon, mais qui permet déjà de se poser les bonnes questions aux bonnes échelles.
Ensuite, il y a des objectifs stratégiques qui ont été définis, donc ils sont structurés selon les 5 axes de la stratégie nationale, donc prévention, surveillance, gestion, restauration, connaissance, communication et gouvernance. La phase de préfiguration, donc elle a permis de faire émerger plusieurs propositions d'action, de nombreuses idées d'action. Donc, toutes ne seront pas conservées dans la stratégie finale, puisque certaines sont portées à l'échelle régionale par les DREAL, certaines relèvent plus d'un périmètre national, sont déjà prises en charge par le centre de ressources, par exemple. Donc, parmi les actions proposées, il y a eu un pré-tri qui a été fait pour ne garder que celles qui peuvent être considérées comme pertinentes avec une réelle plus-value à l'échelle du Rhône. Et donc, on arrive à un ensemble de 80 actions qui maintenant devront faire l'objet d'échanges avec les acteurs et les structures concernées afin de les définir, de les préciser et qu'elles soient validées et hiérarchisées lors de la phase de rédaction avec le COTEC et le COPIL. Donc, ces actions elles pourront être déclinées selon 3 échelles, les actions portées à l'échelle de l'axe Rhône, à l'échelle du tronçon ou à l'échelle locale. Et en termes de structure, le plan d'action pourra donc faire l'objet d'une double lecture par axe de la stratégie nationale et par échelle de mise en œuvre. Et un point important sur ces volets, les volets communication et connaissance sont considérés dans cette stratégie comme des volets secondaires avec des actions complémentaires qui doivent avant tout soutenir les actions de lutte sur le terrain et renforcer leur efficacité, puisque d'autres échelles nationales, régionales notamment, mettent déjà en place des actions de cet ordre. Donc, seules les actions permettant de soutenir directement la stratégie Rhône à l'échelle locale ont été conservées dans le rapport de recommandation au sein de ces volets. Et donc, si on s'intéresse à voilà, un petit peu plus en détail sur quoi portent ces actions, donc dans le volet prévention-surveillance, il comporte 3 objectifs. Prévenir les introductions, détecter précocement les espèces émergentes et restaurer les capacités de résistance des milieux. Donc, pour prévenir l'introduction de nouvelles espèces, les actions proposées mettent l'accent sur la surveillance des milieux perturbés, urbains et agricoles, et le développement notamment d'une approche par filière professionnelle auprès des chambres d'agriculture, de l'ONF, des entreprises de paysage notamment. La mise en œuvre de la réglementation en lien avec l'échelle nationale. L'objectif prioritaire de la stratégie, c'est déjà de faire connaître cette réglementation à l'échelle locale, notamment sur la vente, l'utilisation, la plantation de haies. Et de mettre en place une liste d'alertes, notamment en lien donc, avec la Saône, la transfrontalière avec la Suisse et les alertes au niveau national. Pour l'objectif numéro 2, pour répondre à l'objectif de détection précoce, les actions prioritaires identifiées sont déjà la mise en place d'un réseau de veille au niveau du tronçon, en s'appuyant sur les réseaux existants et en assurant une coordination intertronçon et l'élaboration de la liste catégorisée déclinable par tronçon, dont on a déjà parlé. Et enfin, l'objectif 3 de restauration des capacités de résistance des milieux repose sur la mise en place de mesures préventives de gestion des habitats permettant de limiter leur capacité d'accueil des EE. Donc, une gestion adaptée des ripisylves, en lien notamment avec le PNA ripisylve du Rhône, un maintien d'une densité suffisante de végétation sur les berges, un accompagnement des démarches de stabilisation des berges, par exemple. Et un deuxième axe qui est un accompagnement de l'évolution des pratiques qui peuvent être génératrices de déséquilibre écologique. Là, dans le rapport de recommandation, on a tenté d'identifier certaines pratiques que les gestionnaires peuvent chercher à faire évoluer en raison de leurs conséquences qui favorisent les invasions biologiques, tels que les modes de gestion appliqués aux ripisylves, à la végétation de berge, qui peuvent donc des pratiques qui peuvent entraîner l'érosion des sols, une réduction de la surface ombragée, une altération de manière générale de la structure des forêts alluviales. Et donc, ces facteurs d'influence ont été listés cette année dans le rapport afin d'amorcer une réflexion sur leur atténuation. Et cette réflexion, elle devra se faire aussi donc, au regard des enjeux spécifiques autres du territoire, autres que les enjeux écologiques, les enjeux notamment de sûreté hydraulique, de maintien du bon écoulement des eaux. Et donc, les actions proposées dans ce volet-là devront être en cohérence, bien sûr, avec les contraintes techniques d'usage sur ces aspects qui restent dimensionnants sur le plan des usages. Donc, le volet gestion
comporte 3 grands objectifs stratégiques. Le premier, c'est intervenir rapidement sur les espèces émergentes, maîtriser les espèces répandues et restaurer les écosystèmes dégradés post-invasion. Donc, pour assurer une intervention rapide sur les émergentes, l'action prioritaire identifiée, c'est la mise en place d'une brigade d'intervention à l'échelle du tronçon, en lien avec les réseaux déjà en place. Donc, la structure animatrice, elle assurera la coordination intertronçon de cette action et la stratégie devra aussi proposer des moyens de mutualiser les actions de gestion au sein du tronçon. Donc là, il sera important d'allouer un fonds spécifique à cette brigade avec un processus de validation rapide de sa mobilisation pour permettre une mise en œuvre rapide. Donc ça pourrait se traduire par exemple par un marché spécifique qui permet de mobiliser les entreprises possédant les outils adaptés, par exemple. Ensuite, donc pour l'objectif de maîtrise des populations qui sont déjà répandues, la stratégie fournira donc une aide à la décision quant au choix des foyers d'intervention prioritaires, comme on l'a vu précédemment, et orientera vers du renoncement quand c'est nécessaire. Une aide à la décision quant au choix des techniques de lutte, notamment en informant des impacts de ces interventions et en centralisant des retours d'expérience. À l'échelle de l'axe Rhône, la priorité, ça sera de mettre en place un cadre scientifique, surtout pour assurer la cohérence des opérations et la mutualisation des moyens entre les acteurs de gestion. Et pour l'objectif de restauration, donc le rapport propose une première trame de décision quant au choix de restaurer ou non une zone touchée par les invasives. Donc ensuite, les actions proposées portent sur des bonnes pratiques pour la restauration, l'utilisation des espèces indigènes locales notamment, en proposant des mesures d'accompagnement pour la reconstitution d'une strate arbustive sur les berges, notamment des préconisations pour les chantiers et pour les opérations de revégétalisation. Donc là, il faudra veiller dans ce volet à ne garder que les actions spécifiques avec une vraie plus-value sur l'axe Rhône et éviter une redondance avec les actions de restauration qui sont déjà intégrées dans le SDAGE. Et il y aura aussi donc un objectif d'accompagner la gestion des biodéchets issus des opérations par des recommandations sur le protocole adapté aux espèces cibles, donc en lien avec le centre de ressources. Et pour valoriser sur ce volet-là des partenariats à l'échelle locale, une des actions proposées pourrait d'ailleurs être d'identifier les filières de traitement et de valorisation des biodéchets sur la vallée du Rhône. Pourquoi pas en proposant une cartographie des entreprises disponibles sur le territoire, par exemple. Et donc, on en arrive au volet que j'ai mentionné comme transversaux tout à l'heure. Donc, le volet connaissances, qui comprend 2 grands objectifs. Celui de mutualiser les connaissances déjà disponibles et de les rendre disponibles et assurer leur bonne diffusion. Et un deuxième objectif qui est de renforcer l'acquisition de connaissances sur ces espèces. Alors, la priorité sera d'abord de permettre un accès à la connaissance disponible et de collaborer avec les plateformes existantes. Les actions proposées, là, elles sont vraiment centrées sur du partage de documents et de la synthèse d'informations qui va renvoyer vers des documents en ligne, notamment en lien avec le centre de ressources et les sites régionaux. Donc, il faudra veiller surtout à ne pas multiplier les outils de signalement et de centralisation de données qui sont déjà nombreux sur le territoire. Donc, à l'échelle du tronçon, c'est vraiment la valorisation des données existantes qui sera la priorité, avec un système de collecte qui, par exemple, devra être directement lié aux SINP régionaux. Une des actions proposées ici, ça pourrait être de créer une plateforme de visualisation de la présence des EE à l'échelle de l'axe Rhône pour identifier les futures infestations et du coup prévoir des actions de prévention. Et donc pour l'objectif d'acquisition de connaissances, la stratégie devra mettre en place un cadre scientifique pour les actions d'acquisition de connaissances qui présentent un véritable intérêt sur la vallée du Rhône. Donc, par une mission de veille réglementaire et scientifique, et notamment menée par le COTEC, par la mise en place de démarches de sciences participatives et par la collaboration avec les organismes scientifiques, notamment le GREI et l'OFB, afin notamment de répondre, par exemple, à des appels à projets en tenant compte des problématiques territoriales. Et donc, un mot sur les besoins d'acquisition de connaissances prioritaires qui ont été identifiés sur le Rhône. Ils portent tout d'abord sur des questions d'expertise taxonomique, notamment sur les invertébrés,
Sur les poissons, les macrophytes et les espèces littorales. Et sur ces espèces, on manque aussi de connaissances donc, sur la biologie de ces espèces et sur leur évolution de distribution. Alors, il y a aussi des besoins de gestion sur la faisabilité technique et financière des différents moyens de lutte, sur les risques environnementaux liés à ces moyens de lutte, et sur la perspective d'utilisation de nouvelles technologies pour la détection des espèces, comme l'ADN environnemental, ou alors des solutions techniques de génie écologique pour leur gestion. Et enfin, des besoins purement recherche, je dirais, sur la quantification des impacts réels de ces espèces et sur les invasions à venir, les arrivées de nouvelles espèces, les conséquences du changement climatique. Voilà. Et donc, pour le volet communication, sensibilisation, les objectifs sont de contribuer à la sensibilisation des acteurs du territoire, de former les acteurs du territoire et de centraliser et diffuser l'information, les outils disponibles et les expériences de gestion. Donc, il est recommandé que l'axe communication soit construit en volets thématiques selon le public ciblé. Donc là, l'objectif, ça sera de valoriser la stratégie en parties thématiques auprès des différents acteurs concernés et la porter à connaissance avec une forme adaptée à chaque groupe d'acteurs. Donc, dans le premier objectif, sont proposées des actions de sensibilisation à destination du grand public, des scolaires, des usagers, avec des messages portés sur le rejet des déchets verts, l'achat et la plantation d'espèces et le nettoyage des équipements. Donc là, ce sont des recommandations qui pourront être établies pour développer des recommandations établies pour développer les sciences participatives notamment, et puis des projets de sensibilisation en lien avec le réseau GREN, donc Réseau de l'éducation à l'environnement et développement durable, et les CPIE, et aussi le collectif éducation à l'environnement du fleuve Rhône. Ensuite, sont proposées des actions de formation à destination des élus et agents communaux, mais aussi du secteur privé, socio-professionnel, entreprises BTP, aménageurs. Donc là, avec des messages portés sur les aspects réglementaires, sur la reconnaissance des espèces et sur les bonnes pratiques. Ce sont des formations qui pourront être faites par le biais de journées techniques, de visites de chantier, en partenariat avec des organismes comme l'association Rivière-Rhône-Alpes, par exemple. Un focus particulier pourra être fait ici sur les personnels qui interviennent sur la gestion des milieux rivulaires, agents de terrain communaux, entreprises en charge de travaux. Et donc, il faudra aussi là chercher la cohérence des actions mises en œuvre en lien avec les CBN, les Fredon et l'OFB qui agissent déjà sur ce volet. Et enfin, un dernier objectif qui est de diffuser la stratégie et les outils disponibles avec différents objectifs déjà d'informer les gestionnaires de la localisation des actions de gestion en cours, de présenter le réseau d'acteurs et son fonctionnement et d'informer sur les outils qui sont à leur disposition, notamment les bases de signalement. Donc pour ça, la création d'un espace de partage Rhône a été proposée. Cet outil permettrait de centraliser les retours d'expérience de gestion, des données cartographiques, des informations de signalement et de proposer aussi aux gestionnaires d'échanger sur un outil type forum d'échange, par exemple. Voilà, donc comme je l'ai dit au début, toutes les actions mentionnées dans le rapport et aujourd'hui sont des propositions qui sont à trier, reformuler, valider pendant la phase de rédaction. Le rapport de recommandation donne des notions d'échelle de mise en œuvre, mais chaque action devra aussi faire l'objet d'une réflexion en termes d'organisation et de gouvernance. Et donc justement, voilà un aperçu de ce qu'il reste à faire, de la structuration de la phase de rédaction. Donc déjà, une poursuite du travail d'état des lieux. Donc, il faudra élaborer la liste catégorisée Rhône en suivant la note méthodologique. Compléter le socle de données cartographiques qui a été constitué cette année, notamment sur certains taxons pour lesquels on manque de données, les poissons, les invertébrés, avec des sources de données qui ont été identifiées cette année. Et suivre les recommandations établies pour établir des cartographies proposées. Pour la définition des enjeux, donc les enjeux stratégiques ont été validés par le COTEC et le COPIL. Les enjeux spécifiques sont à préciser par tronçon, en s'appuyant notamment sur l'outil d'aide à la décision dont j'ai parlé aujourd'hui et la liste d'habitats prioritaires proposés. Pour la détermination des objectifs de la stratégie, donc les objectifs stratégiques ont été présentés en comité technique. Ils doivent être validés par le comité de pilotage. Ensuite, il y a des objectifs, donc des axes de gestion par espèce et par tronçon ont été déjà proposés. Donc, ce travail est à
est à poursuivre. Et donc, les objectifs de gestion sont ensuite à préciser par tronçon et à valider par les groupes de travail. Sur la construction du programme d'action, donc les actions mentionnées dans ce rapport sont des propositions. Un tri donc est à effectuer au regard de leur pertinence, leur efficacité sur l'axe Rhône. Le plan d'action est ensuite affiné par tronçon. Des fiches actions devront être rédigées pour cadrer la planification temporelle et spatiale de ces actions et prévoir leur évaluation. La construction du programme d'action, elle devra aussi prévoir un temps dédié de construction de la gouvernance pour identifier notamment les pilotes et les partenaires de chaque action. Donc, l'élaboration de cette stratégie, comme je l'ai dit au début, elle va débuter dès janvier 2024 grâce à ce cadrage méthodologique pour une durée d'environ 2 ans. Et cette durée intègre une phase de concertation, d'approbation et de diffusion de la stratégie sur le territoire. Donc pour conclure, ce travail préparatoire a permis de poser un ensemble de préconisations pour rédiger la stratégie en répondant à 2 enjeux majeurs du territoire, un enjeu de coordination et un enjeu de conservation des milieux. Premièrement, c'est grâce à vos réponses, à votre participation aux différentes sollicitations qu'on a pu formuler des recommandations qui sont en adéquation avec les spécificités du territoire. Le premier objectif de cette phase de cadrage, c'était vraiment d'engager une co-construction et une concertation autour de la future stratégie. Donc, on a pu amorcer ce travail concerté à l'échelle du fleuve. Donc, déjà, je souhaitais vous remercier pour cette implication. Ensuite, le système d'une stratégie en 3 niveaux, déclinable par tronçon. C'est un premier pas vers une coordination amont-aval et une mutualisation des moyens des acteurs à l'échelle territoriale. Et ensuite, donc, pour répondre à l'enjeu de conservation des milieux, la stratégie prévoit de donner la priorité à l'action rapide et collective sur les espèces émergentes et sur les foyers qui représentent un risque de dispersion. Elle pourra aussi servir de guide pour concentrer les efforts sur une gestion adaptative des populations et des impacts. Donc, bien sûr, ces préconisations, elles devront maintenant faire l'objet d'échanges plus approfondis afin de les préciser et les inscrire dans le document finalisé de la stratégie. Mais cette phase de préfiguration a permis de préparer collectivement ce travail de rédaction pour aboutir à une stratégie globale qui porte les ambitions des acteurs du bassin. Donc voilà. Et pour conclure aujourd'hui, donc on va passer aux questions, mais avant de passer aux questions, je finirai juste en disant que ma contribution à ce projet de mon côté s'arrête là, puisque je quitte mes fonctions à la fin de la semaine. Mais j'ai vu que la question avait été posée, donc quelqu'un a été recruté pour poursuivre sur la phase de rédaction dès janvier. Donc, juste avant de passer aux questions, je souhaitais remercier tous ceux qui ont contribué à ce travail, qui ont assisté aux réunions, qui ont partagé des données, avec qui j'ai pu échanger et qui m'ont permis d'aboutir à ce document. Voilà, merci à tous.